Bonjour à tous. Merci pour votre participation à notre webinaire aujourd'hui consacré au PGE, donc le prêt garanti par l'État. C'est un sujet de première importance dans l'actualité des banques aujourd'hui, dans un contexte de crise sanitaire et économique que nous vivons depuis maintenant près de 10 mois. Je me présente, je suis Thierry Couvignoux, je suis directeur de projet et expert des solutions de crédit au sein de la direction des Professional Services de Sopra Banking Software. Je suis accompagné aujourd'hui pour cette présentation par 3 experts et responsables d'offres de la direction de la stratégie produit de Sopra Banking. Donc Fabrice Fauconnier, qui est en charge du thème de l'analyse financière et de la notation. Il est en particulier expert de la solution logicielle Anadefi. Emmanuel Jamet, qui est en charge des thèmes de la gestion des risques et du reporting auprès des banques de tutelle. Et enfin, Frédéric Sanchez, qui est en charge des thèmes du recouvrement et de la gestion du défaut. Voilà, donc en guise d'introduction, je vais rappeler ce qu'est le PGE en détaillant 3 phases chronologiques qui marquent, à mon sens, les caractéristiques essentielles de ce dispositif PGE. Et je passerai alors la parole à mes collègues qui détailleront les enjeux de chacune de ces phases. Alors, l'histoire du PGE est intimement liée évidemment à la crise du Covid et à ses conséquences sur l'économie du pays. Et pour bien appréhender le sujet, il faut donc avoir à l'esprit trois phases. La première phase est celle de la distribution du PGE, depuis donc sa mise en marché par les banques jusqu'au versement des fonds aux clients bénéficiaires. Et nous sommes dans cette phase depuis la fin mars 2020 et nous y serons encore jusqu'à la fin de l'année. Alors, il s'agit d'un financement de trésorerie relativement classique, mais qui présente néanmoins des caractéristiques tout à fait particulières. Tout d'abord, ce sont des conditions d'octroi qui ont été adaptées au contexte de la crise. À savoir que le PGE est destiné aux entreprises qui étaient en bonne santé avant la crise et qui connaissent un fort ralentissement, voire un arrêt total de leur activité du fait de la crise. Donc, ce sont des conditions notamment sur le chiffre d'affaires ou la taille de l'entreprise. Ensuite, c'est un financement en 2 étapes. Donc, une première étape, une première période dite de franchise, pendant laquelle l'emprunteur dispose des fonds et ne rembourse rien, suivie d'une période de remboursement qui peut aller de 1 à 5 ans au choix de l'emprunteur. À noter que la dernière loi d'urgence sanitaire qui a été votée le 14 novembre dernier permet aux bénéficiaires de prolonger cette période de garantie, de franchise, d'un an. Ensuite, évidemment, et c'est le cœur du sujet, c'est la garantie de l'État qui va couvrir 90% de l'engagement et qui interviendra en cas de défaillance de l'emprunteur à la demande de la banque et en dernier recours. Donc cette garantie représente pour l'État une enveloppe de 300 milliards d'euros au maximum. Et pour l'État, il s'agit bien sûr d'une limite d'intervention et non pas d'un fonds réel, puisque ce sont les banques privées qui sont amenées à distribuer et donc à décaisser ces prêts. Et à noter également que dans le cadre du dispositif, pour les entreprises de moins de 5 000 salariés, les banques ne sont pas autorisées à demander une garantie complémentaire et doivent donc assumer une part de risque direct qui représente 10% du financement. Et enfin, c'est un reporting spécifique que les banques doivent produire régulièrement auprès de la BPI, la Banque publique d'investissement, qui est l'organisme centralisateur pour l'octroi et le suivi du dispositif PGE pour le compte de l'État. Donc, dans cette première phase, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que les banques ont su faire preuve de réactivité et d'agilité dans la mise en place du PGE. Elles doivent maintenant en garantir l'évolutivité à l'abord de la deuxième phase. Cette deuxième phase, ce sera celle du remboursement du PGE, bien sûr. Donc, la crise sanitaire continue de produire des effets délétères sur l'économie du pays et tous les spécialistes anticipent un nombre important de défauts de remboursement auxquels les banques et en dernier ressort l'État va devoir faire face. Et nous sommes relativement proches de cette phase. En effet, le remboursement des premiers PGE qui ont été distribués au début de la crise pourrait intervenir dès le printemps 2021 pour les clients qui n'auraient pas demandé
un report de leur période de franchise. Donc l'anticipation dans cette phase à venir est clé pour appréhender une vague probable de non-remboursement. Donc la surveillance du dispositif, l'analyse du risque, la décision de prendre des actions préventives pour les clients fragiles et la mise en œuvre de procédures de recouvrement adaptées au contexte, dans un contexte justement où la relation entre les banques et les clients sera observée de près. Et enfin, la troisième phase, ce sera celle de la prise en compte des impacts de la crise Covid et de ses conséquences sur les processus bancaires et les outils informatiques. Et là, le PGE aura été un révélateur ou un accélérateur dans certains cas. Il faudra prendre en compte des adaptations à plusieurs niveaux dans les systèmes d'information des banques, notamment, et on l'a déjà évoqué, donc la gestion de la relation client, bien sûr, l'analyse du risque de crédit et du risque de contrepartie, le recouvrement et enfin un retour d'expérience à prendre en compte dans les outils de notation. Donc en résumé, sur l'ensemble de ces phases, je dirais que plus rien ne sera jamais comme avant dans l'activité des fronts et des back-office crédit dans les banques. Voilà, donc après cette introduction, je vais passer la parole à Emmanuel, qui va nous commenter quelques chiffres marquants concernant la distribution du PGE et qui mettra en évidence des points clés à prendre en compte pour assurer l'efficacité du dispositif, notamment en ce qui concerne le reporting. Voilà, Emmanuel, c'est à toi. Peut-être Thierry, juste avant que Emmanuel prenne la parole, si vous avez des questions, vous avez un petit onglet questions. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Et à la fin de notre webinaire, on passera un petit peu de temps pour y répondre si on le peut. Ok, merci Thierry et Frédéric. Bonjour à tous. Donc nous allons aborder effectivement cette thématique du reporting du PGE. Cette séquence donc, va se décomposer en deux parties. Une première partie où je vous présenterai la mise en place de ce dispositif. Et dans un deuxième temps, nous dresserons un bilan en fait de ce dispositif en tirant les enseignements de ce dispositif et de l'évolution de la crise, effectivement, qui a des incidences sur l'évolution du dispositif et des adaptations. Alors, si on se ramène au début de l'année, comme évoqué par Thierry, où la vague épidémique arrive massivement en Europe puis en France, l'État a été amené à prendre des mesures pour soutenir l'économie et donc le PGE était un des éléments de soutien de l'économie. L'État a chargé effectivement les établissements financiers de distribuer ces prêts et de distribuer de manière massive et rapide, d'être un accélérateur pour faciliter cette mise en place. Et à ce titre, la distribution de ces prêts présentait deux enjeux majeurs pour l'État. Le premier étant sa capacité à mesurer, à apprécier l'efficacité du dispositif, aussi bien quantitativement par le nombre de prêts distribués, par le nombre d'entreprises concernées, que qualitatif par rapport au secteur d'activité concerné, ainsi que les montants octroyés dans le cadre de ces prêts. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, pour apprécier, pour mesurer tous ces éléments, l'État a mis en place ce reporting et a missionné la BPI pour en assurer le suivi, puisque la BPI assure déjà un certain nombre d'investissements auprès des entreprises, donc c'était tout naturellement que la BPI a été en charge d'assurer ce suivi. Donc, la problématique pour les banques, effectivement, a été de rapidement devoir mettre en place ce reporting. Donc, en fait, au niveau des banques, deux alternatives étaient possibles pour les banques, soit traiter cela en interne de par les équipes IT, mais tout ça, malgré tout, dans un contexte assez compliqué, puisque les personnes étaient en télétravail, etc., donc ce n'était pas forcément simple à organiser, ou de s'appuyer sur une solution du marché pour assurer ce reporting. Alors, si maintenant on détaille un peu plus ce reporting, on a deux volets qui sont essentiels pour ce reporting, qui sont d'une part la constitution des dossiers et d'autre part le suivi qu'il faut assurer sur ces dossiers associés au PGE. Sur la constitution des dossiers en premier lieu, on distingue deux types de PGE mais qui sont somme toute assez proches. Donc le PGE classique qui a été lancé fin mars 2020,
et ensuite un PGE dit saison, qui lui a commencé à être distribué plutôt au deuxième semestre. Le PGE saison étant simplement un moyen et puis destiné à des secteurs plus durement touchés, comme tout ce qui est hôtellerie, restauration, et permet de disposer d'un montant plus élevé puisqu'il est basé sur un plafond qui correspond aux 3 meilleurs mois en termes de chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors que le PGE classique il correspond à 3 mois moyens puisqu'il correspond en fait à 25% du chiffre d'affaires annuel. Dans la constitution de ces dossiers, on a deux pans en fait qui sont requis. D'une part, il s'agit de collecter les informations qui sont requises pour assurer ce déclaratif. Donc, on distingue deux grandes catégories d'informations. Bien évidemment, les données relatives au crédit, avec le montant du crédit, les dates de début de crédit, les différentes conditions associées à ce crédit, mais également des données signalétiques relatives aux entreprises qui souscrivent, qui demandent ce PGE. Donc, le premier aspect, effectivement, étant de collecter au sein du SI, au travers des différentes applications de production des crédits, de collecter ces différentes informations. Il s'agit bien évidemment, pour répondre aux enjeux de l'État, d'assurer un contrôle de ces dossiers, d'une part sur la complétude des informations, bien évidemment, mais surtout sur la validité des informations et des règles de gestion imposées par l'État dans ce contexte. Typiquement, une des règles de gestion, c'est celle que je viens d'évoquer, à savoir que le montant du PGE ne peut pas excéder 25% du chiffre d'affaires ou 2 fois la masse salariale pour des entreprises innovantes. Une fois que l'on a constitué ces dossiers, il s'agit bien évidemment de les suivre et, en tout premier lieu, de les déclarer auprès de la BPI. Donc, pour ce faire, il s'agit de gérer tous les échanges avec la BPI, comprenant la production des flux à destination de la BPI, mais également la prise en charge des retours de la BPI, puisque dans le cadre de ces retours, la BPI va donner un quitus ou non sur les déclaratifs qui ont été envoyés. Et pour les déclaratifs qui potentiellement auraient pu être rejetés, il s'agit bien évidemment de les corriger et de les réémettre ensuite, une fois que la correction aura été effectuée. Sur ce suivi des dossiers, on a également deux objectifs majeurs à servir, qui sont de maîtriser le risque opérationnel, puisque bien évidemment, le traitement de ces dossiers demande un peu de temps, de suivi. Cela se rajoute dans une période qui est compliquée pour les banques. Et donc, il est important de maîtriser ce risque et de disposer d'outils automatisés permettant d'en assurer le suivi. Il y avait bien évidemment le pan associé en termes de risque, le risque associé au crédit. Bon, et bien évidemment, étant donné que ces PGE sont à 70, 80 ou 90% garantis par l'État, le risque est malgré tout circonscrit. Par contre, il n'est pas négligeable. Donc, il s'agit bien évidemment de maîtriser ce risque associé au PGE. Donc, voilà pour cette première étape. À date, on se trouve effectivement, puisqu'on a une période de franchise de 12 mois, globalement à mi-chemin, voire un peu plus du dispositif. Et donc, il s'agit maintenant de dresser un bilan, mais également et surtout de se projeter sur la suite et de réussir à la sortie du PGE. Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut constater pour faire un bilan, c'est que le dispositif est globalement bien efficace puisqu'il y a eu une souscription massive. Donc, pour illustrer ce bilan, je vais vous présenter quelques éléments chiffrés, à savoir, en termes de montant, donc, les chiffres ont été actualisés à mi-novembre et publiés par le ministère de l'économie. Sur la partie droite, vous avez une carte de France qui illustre en fait la répartition en termes de montant et de volume des prêts PGE distribués pendant cette première période, donc jusqu'au 13 novembre. Donc, on constate qu'il y a déjà malgré tout quasiment 125 milliards de prêts distribués pour un nombre de prêts de 600 000 euros. Un nombre de prêts, excusez-moi, de 600 000. Pour être plus précis pour identifier qui et quels sont les acteurs qui ont bénéficié de ce PGE, sur le premier graphique en haut, en rose, violet, vous avez, ce graphique présente en fait les typologies d'entreprises qui ont bénéficié du PGE. Donc, on constate sans trop de surprise malgré tout, bien que le chiffre soit quand même conséquent,
que la très grande majorité, donc on est sur 89%, ce sont les TPE, donc les très petites entreprises, donc inférieures à 10 salariés, qui ont bénéficié de ce dispositif parce qu'elles ont bien évidemment été fragilisées pendant cette crise et qu'elles avaient besoin de soutien pour faire face à la crise. Sur le graphique qui se trouve en bas, sur des tendances, enfin sur des couleurs plus bleues, nous avons un graphique qui présente en fait la répartition par secteur d'activité. Donc, sur la partie droite, on voit que, sans non plus trop de surprise malgré tout, ce sont les commerces, l'hébergement et la restauration qui ont été le plus touchés. Le commerce, on sait pourquoi, puisque effectivement, pendant la période de confinement, puis la deuxième qui est arrivée au mois d'octobre, et bien évidemment, les commerces n'avaient pas le droit d'ouvrir pour ceux qui n'étaient pas de première nécessité. Et puis l'hébergement et la restauration, également, parce que tout ce qui est restauration, les restaurants ont été fermés, et puis cela perdure également, puisque à date, ils n'ont pas d'accord pour ouvrir avant le 20 janvier de l'année prochaine. Donc, si je reviens sur la première partie, donc ce qu'on peut effectivement dresser comme bilan, c'est que ce dispositif, clairement, il a été efficace, puisqu'il devait répondre à un besoin et devait répondre rapidement pour faire face à la crise sanitaire. Par contre, la problématique est que la crise perdure. Puisque on imaginait avec ce premier dispositif, en fait, une crise qui s'étale sur 3-4 mois, ensuite l'activité, j'ai un peu d'écho, je sais pas. Si Thierry, tu peux couper ton micro, merci. Ensuite, l'activité économique, on imaginait que l'activité économique reprendrait à la fin de l'été, au début d'automne. Cependant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, la sortie est finalement beaucoup plus compliquée qu'imaginé, puisque ce ne sera pas aussi simple que à l'issue de ces 12 mois, de soit amortir sur 5 ans, soit de rembourser, parce que certaines entreprises n'auront pas capacité ou ce sera beaucoup plus compliqué pour elles de par l'activité réduite. Un autre facteur qui rend plus complexe cette sortie, c'est aussi le niveau d'endettement des entreprises. Parce que au-delà des PGE, il y a également d'autres mesures qui ont été prises par le gouvernement, comme des reports d'échéances fiscales, comme des allègements de loyers, comme des moratoires sur les crédits. Par contre, cela reste des dettes qu'il faut à un moment donné rembourser et qui grèvent en fait le bilan des entreprises. Donc, par rapport à ce constat, le gouvernement a tiré un ensemble d'enseignements et a pris d'ores et déjà un certain nombre de mesures pour ajuster le dispositif en prévision de cette sortie, et notamment les deux premières qui sont assez conséquentes, qui sont d'une part la prorogation du dispositif jusqu'au 30 juin 2021, initialement prévu jusqu'à la fin d'année. Ça, c'est le premier ajustement. Le deuxième ajustement est la possibilité, à l'issue des 12 mois, de disposer d'un nouveau différé pour les entreprises qui le souhaitent. Alors, ce différé, il ne sera uniquement en capital. Les entreprises commenceront malgré tout à payer à la fois il y aura la commission à honorer, mais également les intérêts du prêt. Donc, c'est un différé uniquement en capital, mais qui permet de donner une nouvelle bouffée d'oxygène en fait aux entreprises pour soutenir l'effort durant cette crise qui finalement est plus long qu'initialement envisagé. Donc, tout cela met en exergue en fait des besoins d'ajustement et donc une gestion beaucoup plus complexe de ce reporting, avec une nécessité importante de s'adapter aux évolutions imposées par les régulateurs, par l'État pour faire face à cette situation économique, d'être réactif pour appliquer les nouvelles règles de gestion, donc typiquement celles que l'on vient d'évoquer en termes d'ajustement. Bien évidemment, la complexité va entraîner des coûts supplémentaires pour traiter ces dossiers, puisqu'ils ne seront pas finalement aussi simples qu'imaginés. Et bien entendu, cela risque d'entraîner un nombre de rejets plus conséquent, et donc il faudra être en mesure d'identifier les rejets qui vont se présenter. Donc tout ça met en évidence qu'il est primordial pour les établissements financiers de disposer d'outils, d'éléments pour assurer ce reporting et d'automatiser surtout ces différentes tâches qui vont être beaucoup plus lourdes que prévu initialement, où on imaginait une période de quelques mois pour
pour traiter ce reporting et sortir du dispositif. Voilà pour tous ces éléments. Donc, je vais repasser la parole à Thierry pour la suite de la séquence. Oui, donc vous avez vu donc en synthèse cette première phase dans laquelle les banques ont mis en place et distribué le PGE, ont mis en place aussi le reporting avec la BPI et doivent se préparer maintenant à l'abord d'une deuxième phase qui est celle du remboursement, où disons les premières difficultés vont commencer à arriver. Alors Frédéric, est-ce que tu peux nous parler des impacts de ce dispositif PGE sur la relation client en général et quels sont les enjeux pour les banques face au risque qu'on suppose très important de défaillance des entreprises à venir? Tout à fait, Thierry. On le voit aujourd'hui, les nombreuses dispositions de l'État permettent de maintenir plus ou moins la situation. Donc on en a parlé, le PGE, mais le chômage partiel et les différentes aides à accorder aux différentes entreprises. Mais je dirais qu'inéluctablement, il y aura de la casse. Les services de recouvrement sont conscients depuis le début de cette crise-là qu'ils vont devoir affronter finalement une vague d'impayés à la reprise, que ce soit sur le marché des entreprises et des professionnels, mais finalement par effet domino aussi sur le marché des particuliers. Bien entendu, il sera nécessaire d'accompagner ces entreprises dans la difficulté, mais ça, je voudrais dire qu'aujourd'hui, les services de recouvrement le font tous les jours. La seule différence qu'il y aura peut-être ici, c'est la présence de certaines entreprises qui ne sont pas forcément habituées à cela, car avant la crise, c'était plutôt le fleuron de l'industrie. Je pense par exemple au secteur de l'aérospatial, qui est largement touché par cette crise. Donc dans ce contexte-là, il faudra forcément renforcer la communication et la personnaliser pour accompagner ces différentes entreprises dans quelque chose de nouveau pour eux. Thierry en parlait tout à l'heure. Je pense que forcément, il y aura une phase aussi d'action préventive, c'est-à-dire que bien avant que l'incident se produise, il va falloir détecter la vulnérabilité des gens et pouvoir, dès le début et très précocement, accompagner ces gens-là dans la difficulté. Je pense qu'il va aussi falloir offrir des services simplifiant les démarches. Et là, forcément, la digitalisation joue pleinement son rôle dans la simplification, que ce soit par les relances, par les canaux que l'on a aujourd'hui de disponibles, l'email, le SMS, mais aussi dans les modes de paiement, avec des paiements en ligne. L'idée étant forcément ici de pouvoir accompagner ces gens-là dans un contexte restrictif où les déplacements sont aujourd'hui pas forcément autorisés. Et donc, la digitalisation va pleinement amener cette partie-là. Puis ensuite, pour faire face à des volumes que l'on espère, ce n'est pas le mot, mais qui seront forcément importants, je pense qu'il sera nécessaire de soutenir les équipes. Et dans ce cas-là, il va falloir automatiser certaines étapes qui sont la détection, la création des dossiers de recouvrement, qui seront nécessaires pour le soutien des équipes afin qu'ils se concentrent sur leur cœur de métier, c'est-à-dire de trouver la meilleure solution avec son client et la plus appropriée. Cette approche personnalisée permettant, à mon sens, de nouer des liens forts face à une crise sans précédent. Si on peut terminer sur une partie un peu plus ambitieuse et optimiste, je dirais que forcément, il y aura des jours meilleurs et il y aura une reprise. Et ces liens qui auront été tissés pendant cette crise participeront à la reprise et permettront à chacun de relever de nouveaux défis. Et finalement, chacun pourra sortir gagnant-gagnant de cette crise-là en liant des liens forts pendant cette période. Donc voilà, donc c'est vrai que l'aspect risque et recouvrement inhérent au PGE, mais aussi au non-paiement de factures, on voit bien qu'il va falloir revoir un petit peu la communication client, revoir, c'est un grand mot, mais au moins la renforcer,
s'appuyer sur des outils qui permettent de digitaliser un certain nombre de processus. Alors, digitaliser, un bien grand mot qui est employé à toutes les sauces en ce moment, mais l'idée, c'est d'éviter les ruptures de charge, de fluidifier les échanges et de simplifier les accès et les informations et aussi le rétablissement d'une solution pour les clients. Et puis, on va avoir tout un axe d'automatisation, donc forcément la nécessité d'avoir des solutions qui permettent de faire cela, d'adapter en fonction de segmentation et de personnalisation de l'approche des stratégies de recouvrement. Nécessairement, il va falloir se doter aussi d'outils qui permettent d'avoir une vision la plus globale possible du risque, pas recentrée sur le PGE seul, mais globalement l'entreprise et au-delà de l'entreprise, du groupe de risque. Et tout l'enjeu de la sortie de la crise sera, à mon sens, là. Et je vais repasser la parole à Thierry et qui la passera ensuite à Fabrice sur le risque et la notation, qui à mon sens, aussi une notion importante. Merci Frédéric. Donc, on l'a vu, les banques doivent maintenant se préparer pour une phase qui va arriver dans les quelques mois à venir. On parle de vagues de non-remboursement. Évidemment, ça peut faire peur. On pense que ces défaillances d'entreprise vont être nombreuses, mais évidemment, on ne le souhaite pas. Mais en matière de gestion des risques, on doit se préparer toujours au pire. Et on a vu donc que les banques, les back-office crédit doivent se préparer et adapter leur processus, la relation client pour traiter des dossiers très complexes. Maintenant, si on se projette un peu plus loin, il va falloir évidemment tirer des conclusions et capitaliser sur cette expérience, cette crise sanitaire et les dispositifs de soutien aux entreprises qui ont été mis en place. Donc Fabrice, est-ce que tu peux maintenant aborder ces sujets pour nous expliquer comment les banques vont pouvoir capitaliser sur cette crise et permettre d'adapter leur processus bancaire, et notamment les outils de notation et d'octroi des crédits? Oui, Thierry, effectivement, et bonjour à tous. Déjà, en termes de risque, on va dire, les PGE, ils peuvent paraître moins importants puisqu'ils sont garantis par l'État, par définition. Pour autant, il reste 10% à la charge de la banque avec des règles de prise en compte au niveau du régulateur qui ont été assouplies pour le calcul des provisions, etc., et pour amortir un peu tout ça. Reste que ça représente plus de 12 milliards d'euros, dont 3,6 milliards à risque fort. Alors, c'est les chiffres que je donne là sont ceux de septembre, j'ai ceux de novembre sous les yeux, ça a un petit peu augmenté, mais c'est dans le même ordre d'idée. J'entends par risque fort le fait que 4 entreprises sur 5 qui ont bénéficié des PGE ne font l'objet d'aucune cotation de Banque de France ou avec des codes de crédit entre 7 et 9, voire carrément P. Autrement dit, c'est des entreprises qui probablement n'auraient pas obtenu de crédit s'il n'y avait pas eu le PGE. Et ça représente pratiquement 500 000 dossiers qui se sont donc, entre 500 000 entreprises qui se sont endettées et sans compter, comme disaient mes collègues, les charges qui ont été reportées, les impayés à côté, les factures, etc. Donc tout ça, c'est avec des taux faibles, avec des conditions de remboursement différées, mais elles vont devoir rembourser. Ça, c'est clair et tout le monde l'a dit effectivement dans les précédentes interventions. Le contexte étant qu'on n'a aucune vision sur la reprise d'activité, ça va être très compliqué de dire si elles sont capables de rembourser. Et pour autant, le risque ne porte pas uniquement sur le PGE, ça serait trop simple, mais sur tous les engagements de la contrepartie, que ce soit à titre professionnel ou privé, dans le cas des professions libérales, des artisans et autres TPE, qui sont la majorité des dossiers. Donc effectivement, comme le disait tout à l'heure Frédéric, on va avoir un effet domino important parce qu'il va y avoir des répercussions des entreprises sur le privé et évidemment sur d'autres secteurs. Mais au-delà des PGE, finalement, c'est tout un système qui est remis en jeu. Parce qu'aujourd'hui, les systèmes de notation interne, pour les banques qui les utilisent, et il y en a beaucoup, et quand je parle de notation interne, je ne parle pas que de notation de contrepartie, mais de score crédit, score d'octroi, etc. Ça s'appuie très logiquement sur les bilans de l'année N-1, donc 2019, pour le cas des premiers GE, pour les premiers PGE, pardon. Autant dire un temps où aujourd'hui, il y a plus grande signification dans cette ère de crise sanitaire et économique où on n'a pas de date de fin établie. Les bilans de cette année n'auront pas beaucoup plus de sens. Il n'y a pas d'amélioration, on ne pense pas qu'il y ait d'amélioration
significative de la qualité d'information financière avant 2022. Résultat, ce que disait, je ne sais plus si c'est Emmanuel ou Frédéric, évidemment, on va avoir une dégradation forte des notes qui est attendue, et donc tout le risque est à venir, sans aucun moyen fiable aujourd'hui de le mesurer. Sur la partie, sur les parties des impacts sur tout le système bancaire, on va avoir des banques qui vont sûrement être encore plus attentives, et il y a fort à parier qu'elles réduiront le nombre de crédits de manière globale, et elles auront tendance évidemment à privilégier, peut-être encore plus qu'avant, les meilleurs dossiers, avec un risque d'augmentation du coût de ces crédits, qui est souvent indicé sur la note interne de la contrepartie, comme on l'a dit, date de 2019, où a été revu, mais avec des systèmes qui ne sont plus tout à fait en adéquation avec la qualité de l'entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les systèmes de notation s'appuient en grande partie, souvent pour 80% de la note, sur des informations financières. Ces informations n'ayant plus vraiment de sens, car plus du tout représentatives de la situation de l'entreprise, ça risque effectivement de donner quelque chose d'assez dégradé. Si on prend par exemple un restaurateur qui aura vu son chiffre d'affaires baisser de 80%, est-ce pour autant le fait qu'il soit plus viable à l'avenir? Son bilan sera peut-être mauvais, mais ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, il ne sera pas bon. Les notes sont basées sur le passé, alors qu'il faudrait, à mon avis, plutôt qu'elles soient mises sur le futur pour toutes ces entreprises. Si je prends un contre-exemple, une entreprise qui serait lancée dans la fabrication de masques, le marché porteur actuellement, elle aura très probablement un bon bilan en 2020, mais en 2021, ou dès lors que le port du masque ne sera plus obligatoire, que deviendra cette entreprise? Quelle sera réellement sa valeur? Donc les banques devraient revoir leur méthodologie pour prendre en compte plus d'éléments financiers et extra-financiers. Le financier, bien sûr que le bilan existe et on est bien obligé de tenir compte de ça, mais il va falloir peut-être avoir des projections financières, des informations qualitatives plus importantes qui donneraient une vision plus globale de la contrepartie sur une période plus longue, par exemple sur 5 ans. On peut intégrer toutes les charges connues, on peut intégrer tous les tableaux d'amortissement, on peut éventuellement prendre en compte des business plans, de manière à obtenir peut-être une note prédictive sur la durée et anticiper ainsi le risque de défaut. Et effectivement, le risque de défaut est très important et les entreprises vont devoir surveiller, un peu comme l'huile sur le feu, et surtout beaucoup plus fréquemment qu'actuellement pour anticiper évidemment tout ce risque de défaut. La difficulté majeure actuellement, pour tout le monde, ce sont les inconnus. On est dans une situation qui est assez inédite et surtout, on n'a pas de visibilité sur l'avenir, ou très peu. Aujourd'hui, personne ne connaît réellement la durée. Ça dépend de nombreux facteurs. On parle actuellement beaucoup des vaccins. Donc oui, il va y avoir des vaccins disponibles, mais on ne sait pas exactement leur efficacité. On ne sait pas l'efficacité dans le temps. On a toujours un risque de mutation du virus qui peut éventuellement provoquer des rebonds. Donc on a une incertitude qui est quand même très forte. Et au-delà du virus, qui lui, est évidemment un fait, on a aussi quelque chose qu'on maîtrise encore moins, qui sont les habitudes de changement, enfin les habitudes de la population. Et est-ce qu'elles vont changer? Et on ne sait même pas dans quelle forme elles vont changer. Est-ce que les gens vont revoyager? Tout à l'heure, on parlait, je crois que c'est Frédéric qui parlait du fait que certains secteurs d'entreprise qui n'étaient pas habitués, qui marchaient plutôt bien, vont se retrouver dans des situations très difficiles, mais ils n'ont aucune vision. Peut-être que les gens vont voyager, peut-être qu'ils vont acheter des maisons ou pas, ou des nouvelles voitures ou pas, ou peut-être qu'ils vont tout simplement avoir peur et se dire que face à cette crise, il vaut mieux économiser. Il y a beaucoup d'épargne actuellement. On n'a pas non plus aujourd'hui une mesure totalement exacte de la crise. On verra plus tard quel est l'impact réel qui sera mesuré dans le temps par le ministère de l'économie et le gouvernement, mais quel est l'impact réel sur le PIB, quel va être l'impact réel sur le taux de chômage. Tout ça va sûrement aboutir à des nouvelles évolutions réglementaires en complément de toutes celles qui ont déjà été mises en place. Le régulateur a pris de nombreuses mesures de manière transitoire ou définitive, et de toute façon, il va y avoir des recalibrages obligatoires des modèles, ne serait-ce que sur les parties de probabilité de défaut, de LGD, etc., plus la prise en compte de ces facteurs qui vont apparaître dégradés, comme je disais, sur le PIB ou des choses comme ça. Donc les impacts pour les banques sont extrêmement nombreux.
elles vont devoir aussi améliorer leur capacité d'anticipation. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il va falloir voir peut-être un peu plus long terme pour prévenir les nombreux défauts, parce que ça va arriver forcément. Donc ça implique de surveiller de plus en plus et mieux les entreprises sur la base de nouvelles sources d'informations. On voit d'ailleurs dans les mails que l'on reçoit de différents fournisseurs, etc., que c'est quelque chose qui apparaît, sur lequel il y a une publicité pour dire prévenez en ayant de l'information, et on vous propose beaucoup d'informations. Qui dit aussi défaut, dit aussi recouvrement. Ce que tu disais effectivement, Frédéric, là encore, l'augmentation de ces défauts, de ces recouvrements, va demander plus de moyens techniques et humains. Plus de défauts, c'est aussi plus de fonds propres. Et c'est un risque d'augmentation de l'insolvabilité. Ça sera compensé par les banques, forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une augmentation du coût du crédit et une diminution du nombre des crédits, de ces crédits-là, et malheureusement, au détriment de ceux qui en ont finalement le plus besoin. On risque d'avoir des refus sur des gens qui, au contraire, sont très dans le besoin, et que les dossiers les plus importants, les sociétés qui vont bien, profitent un petit peu de cette crise. La crise touchant tout le monde, puisque là, pour le coup, c'est mondial et c'est quasi tous les secteurs. Alors, il y en a quelques-uns qui s'en sortent bien, mais enfin, il y a beaucoup de monde qui est impacté. S'il y a des faillites, ça va avoir un effet domino et de nombreuses entreprises en cascade vont avoir des défauts, et c'est tous des secteurs entiers qui vont être défaillants. Il y a déjà des réflexions en cours au niveau des établissements bancaires qui ont déjà commencé à revoir leur organisation, ne serait-ce que par rapport à ce que tu disais, Frédéric, sur le télétravail qui a été mis en place et qui a été parfois un peu compliqué à mettre en œuvre. Évidemment, sur les aspects recouvrement, défauts, instruction, tout ça, c'est déjà des choses qui sont en place. Mais elles vont devoir adapter aussi pour le futur leur système d'information, leur organisation de travail, et par rapport au fait qu'on a un volume assez conséquent et assez inhabituel, avec en particulier les crédits, mais aussi les défaillances, ils vont devoir obligatoirement penser à automatiser au maximum ces éléments-là. Vous imaginez que déjà renoter le secteur de professionnels pour des grands groupes, c'est des milliers et des milliers de dossiers qui sont à revoir chaque mois. C'est quasi impossible de demander à des chargés d'affaires de faire ça. Donc, il va falloir avoir des systèmes d'alerte beaucoup plus importants, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus automatisés et connectés entre eux. Tout ça va dans le sens de ce qu'a déjà dit le BA, puisqu'il y a un rapport en mai 2020 sur le loan origination qui, effectivement, commence à aborder tous ces sujets-là et qui préconise un certain nombre d'éléments, dont un enrichissement important des critères de connaissance du client, dont des valorisations sur les garanties, le contrôle sur les collatéraux, etc., et qui préconise aussi un système d'information beaucoup plus granulaire, avec beaucoup plus de volume et des traitements aussi beaucoup plus automatisés. Donc, tout le système va être à réinventer dans un contexte difficile, parce que les banques vont devoir être assez proactives et éviter, si possible, autant que faire se peut, une casse sociale, parce que sans quoi, c'est tout un secteur, tous les secteurs, en particulier les commerçants, les restaurateurs, etc., qui vont vraiment souffrir. Donc, espérons que le système de notation évolue pour être aussi un peu plus social. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Merci Fabrice. Donc, on a vu, il y a, ce PGE est au centre de pas mal de préoccupations dans les banques et pose beaucoup de questions. En guise de conclusion et avant de répondre à vos questions, ce que je vous propose de retenir, c'est que le PGE, au-delà de ses caractéristiques de crédit qui sont tout à fait particulières, a mis en évidence trois choses. La première, c'est la nécessité d'être, pour les banques et pour les directions informatiques des banques, la nécessité d'être agile et réactif pour mettre en place et mettre en marché un produit de financement qui répond à des enjeux de société, à des enjeux je dirais presque de survie de notre économie. Et donc là, on est au cœur du rôle des banques de soutien qui sont de soutenir l'économie. Agilité dans la mise en place du produit, agilité aussi dans la mise en place du reporting avec la BPI. Le deuxième point, c'est cette nécessité pour les banques de se préparer et d'anticiper
une vague potentiellement importante de défauts, et donc d'adapter la relation client et la capacité à traiter un volume de dossiers important. Et enfin, le dernier point, c'est aussi la nécessité pour les banques de capitaliser sur cette expérience et d'adapter des méthodes et des outils d'octroi et d'analyse du risque qui ont révélé, dans certains cas, je dirais des limites ou, disons, l'obligation de tenir compte de cette expérience pour le futur. Voilà, donc je vous propose maintenant de répondre à un certain nombre de questions. Donc, Emmanuel, j'ai une question pour toi. Le reporting BPI est transitoire puisqu'il s'agit d'un dispositif exceptionnel, mais peut-on imaginer un changement de la réglementation actuelle pour prendre en compte les effets de la crise dans la durée? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça peut déjà commencer à se produire avec les premiers ajustements, mais par contre, ces premiers ajustements, comme le différé supplémentaire d'un an en capital, permet de se donner un peu de temps pour à nouveau adapter le dispositif par rapport à l'évolution de la crise, puisque comme on vient de l'évoquer avec Frédéric, avec Fabrice, il y a beaucoup d'incertitudes dans la suite de la crise et de comment cela va évoluer, puisqu'on a une crise qui est globalement mondiale et que la reprise va être quand même compliquée dans l'ensemble. Et donc, il va s'agir effectivement d'être capable d'adapter, de faire face à de nouveaux éléments et par rebond d'adapter le reporting, puisque les différents événements, les phases qui vont suivre vont être fonction de cette évolutivité. Tout à fait. D'ailleurs, juste pour ajouter, excuse-moi, il y a eu effectivement, il y a eu un première étape lors de la mise en place de ce reporting, qui était que les banques, en fait, ont choisi soit de s'équiper en termes de solutions, soit de développer des solutions internes, parce que certaines ont fait le pari que cette crise allait être relativement courte et qu'ils pouvaient s'en débrouiller, entre guillemets, avec une solution quick and dirty, on va dire, qui ne serait pas forcément pérenne. Par contre, là, on s'aperçoit que cela perdure et que donc il y a nécessité d'avoir un outil, des équipements plus sophistiqués et plus complexes qui doivent être réactifs, agiles pour répondre à cette évolutivité. Merci. Frédéric, j'ai une question aussi pour toi. Est-ce que dans le cadre du dispositif PGE, la surveillance des garanties et des collatéraux en général ne serait pas nécessaire pour anticiper les difficultés au niveau du recouvrement, dans la mesure où pratiquement tout le monde, tous les clients sont impactés par cette crise? Oui. Après, les garanties et collatéraux sont déjà aujourd'hui surveillés. Je pense, si on refait un point vis-à-vis du PGE, la difficulté aujourd'hui, c'est que l'État surveille de façon accrue cette partie-là et l'appel en garantie des prêts PGE est assez complexe à mettre en œuvre et restreinte aussi en termes de délai. J'avais une discussion pas plus tard qu'hier avec un certain nombre de mes clients qui se posent des questions sur la réglementation parce que l'appel doit être fait dans un délai imparti, c'est-à-dire 3 mois avant la fin de son échéance. Sinon, ils peuvent perdre leur garantie. Donc, c'est des préoccupations aujourd'hui dont ils sont en train d'essayer de voir comment ils peuvent au maximum les uniformiser. Et puis, on va revenir sur des effets de volume, c'est-à-dire que quand on a 3-4 dossiers sur ces cas-là, on peut se permettre de faire ça manuellement. Dès lors qu'on en a des centaines et des milliers, forcément, il faut de l'automatisation et apporter une solution technologique pour soutenir les équipes en place. Donc oui, forcément, la surveillance des garanties est importante, mais c'est des choses qui sont actuellement en cours d'étude chez la plupart de nos clients. Merci. Fabrice, une dernière question pour toi. Est-ce qu'on peut dire que le PGE aura été effectivement un révélateur de la nécessité pour les banques d'améliorer les systèmes de notation? Et dans quel sens ces systèmes de notation doivent évoluer? Oui, effectivement,
le PGE et surtout la crise, étant, elle est mondiale, elle touche tout le monde. Donc, on voit bien que le système de notation aujourd'hui, il est basé sur du passé. Et évidemment, aujourd'hui, il n'est plus, à mon sens en tout cas, il n'est plus valable. Les critères qui sont utilisés ne sont plus valables. Donc oui, c'était un révélateur. Il y a un autre impact, évidemment, c'est le fait qu'aujourd'hui, on parle de risque de contrepartie, on parle de notation de contrepartie, mais on devrait avoir une vision aussi beaucoup plus globale, de ne pas avoir que la vision de l'entité elle-même, mais aussi de l'entité et peut-être de ses collatéraux. Mais on parlait des garanties avec Frédéric. Dans les cas des groupes, qui soient formels ou informels, on devrait peut-être aussi imaginer une notation. Il y en a qui le font déjà, hein, ça existe heureusement, mais peut-être encore plus l'améliorer de manière à voir si l'impact d'une filiale n'a pas un impact sur l'ensemble du groupe et s'il n'y a pas des risques de dégradation complets avec une surveillance beaucoup plus régulière et beaucoup plus automatisée. Oui. Et pour ça, effectivement, on a aujourd'hui besoin d'outils qui soient faciles à mettre en œuvre. On ne peut pas imaginer de mettre en développement un système de notation ce mois-ci pour le mois prochain, avec une informatique interne. Il faut que ce soit totalement des outils paramétrables, faciles à mettre en œuvre, qu'on puisse tester rapidement dans des cycles très courts pour pouvoir avoir une meilleure anticipation et une meilleure notation. Alors, on va voir comment ça va évoluer, mais le risque, effectivement, et je l'avais souligné tout à l'heure, pour moi, c'est le fait qu'on risque d'avoir une casse sociale si les banques n'ont pas cette capacité à aussi mieux anticiper, parce qu'on ne peut pas leur demander de prendre trop de risques non plus, donc d'avoir une vision plus juste du système, tout en étant évidemment très prudente pour elle, parce qu'on a quand même besoin d'elle, évidemment, c'est le cœur de notre système, et intégrer aussi tous les impacts qui sont aujourd'hui, dont on n'a pas parlé, mais qui sont un peu collatéraux à tout ça, qui sont les impacts de climat, qui sont les prises en compte de tous les effets que l'on connaît par ailleurs. Merci Fabrice. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions à vous poser, hein, donc j'espère que ce webinaire aura suscité votre intérêt et vous aura apporté des informations utiles. Voilà, donc je vous remercie encore une fois pour votre participation à tous et je vous souhaite une bonne continuation dans cette fin de confinement qui se précise maintenant, et à tous une bonne journée. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.